Merci une fois encore de nous retrouver sur Gangan TV au compte de Café Débat, deuxième numéro de la semaine, un nouvel invité. Et c'est un focus qu'on va faire sur le parti UGDD. Et pour en parler, je reçois comme invité sur ce plateau Nestor Kabadouno. Il est le secrétaire général du parti. Nous parlerons de la vie de l'UGDD après Gandhi Faragay Tunkara, mais aussi d'autres sujets d'actualité viendront évidemment meubler le menu de ce plateau. Monsieur Kabadouno, bienvenue sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Merci de la disponibilité. Alors, on va parler tout à l'heure de la vie de l'UGDD après la mort de monsieur Gandhi. C'est important de le savoir. Est-ce que le parti est en train de chuter ou est-ce que le parti devient plus fort, plus présent sur le terrain, puisque c'est la triste tradition chez nous en Guinée. Quand les premiers leaders de partis disparaissent, le parti disparaît avec eux. Est-ce que l'UGDD échappe à cette mauvaise tradition? On va en parler tout à l'heure. Mais avant, on revient sur d'autres sujets d'actualité. D'abord, en parlant de l'actualité politique, l'opposition républicaine récemment qui a tenu une plénière, on a dit une plénière sous le signe de la réconciliation. Donc, on s'attendait un peu à la présence de beaucoup d'acteurs ou de beaucoup de responsables de partis politiques qui à un moment avaient pris de la distance les uns des autres, notamment votre parti qui à un moment donné a pris de la distance de Cellou Dalein Diallo et de l'opposition républicaine. On ne vous a pas vu à cette réunion. D'abord, pourquoi vous n'y étiez pas alors qu'on s'attendait à beaucoup de personnes, notamment à Boubacar Silla, lui qui était présent? Merci pour cette opportunité que vous m'offrez pour m'exprimer sur les situations sociopolitiques prédominantes dans notre pays, mais aussi parler de la vie de l'UGDD après le grand maître Georges Gandhi Faragay Tunkara. Il faut dire que ça ne devait pas être une surprise pour vous de ne pas voir l'UGDD à la dernière plénière de l'opposition républicaine. Pourquoi? Vous savez tout simplement que ce recul que nous avons observé a pour genèse ce que nous avons connu dans la salle des actes de l'Assemblée nationale. Nous avons pensé au sein de l'UGDD que si on est en politique, c'est pour défendre des valeurs. Les valeurs que nous estimons être républicaines, les valeurs que nous estimons être démocratiques, donc pour lesquelles on ne doit pas échanger pour quoi que ce soit. Nous avons pensé aujourd'hui que nous, qui nous réclamons de l'opposition, le fait d'accepter avec le pouvoir de déposséder le citoyen à la base de son droit le plus absolu, qui consiste à choisir son dirigeant à la base au niveau des districts de quartier, ça serait un recul démocratique. On s'est dit, après plusieurs fois, je n'ai pas la prétention de revenir sur tout ce qui s'est passé, plusieurs fois, bien entendu, tentative de revenir sur la table, on ne s'est pas compris. Bien. Malheureusement, les deux grandes formations du pays, il faut le reconnaître, le RPG et bien entendu l'UFDG ont accepté vraiment de signer un deal et pour ôter ce droit aux citoyens à la base. Nous donc, on a dit, le fait que bien entendu nous ne soyons pas consultés, parce qu'on a tenu une plénière avant que bien entendu nous nous retrouvions dans la salle des actes. Donc on a eu mandat d'une vingtaine de formations politiques, parce qu'il n'y avait que 6 romans qui ont eu la chance de prendre part. Donc j'étais présent dans la salle des actes. Donc le mandat qu'on avait reçu, c'était de pouvoir, bien entendu, essayer de soutenir la tenue des élections couplées. Bien. Malheureusement, après quelques jours de débat, de façon inopinée, nous avons entendu du porte-parole de l'opposition Boubacar Silla dire qu'au nom de l'opposition républicaine, du chef de l'opposition, désormais, la position de l'opposition républicaine est claire. On défend des élections découplées. Donc on ne tient que des élections au niveau des communes, donc des communes urbaines et rurales, et qu'au niveau des districts de quartier, contrairement à ce que le code électoral prévoit, que ces dirigeants à la base soient désignés au prorata des résultats obtenus par chaque formation politique. Contrairement à ce que l'ancien code prévoit. Effectivement. Parce voilà. Que ça devient de l'ancienne Tout à fait. Ça devient de l'ancienne histoire désormais. Et oui, je suis d'accord. Donc c'est pour vous dire, c'est important pour les téléspectateurs de comprendre pourquoi on a reculé. Donc c'est pour rafraîchir la mémoire. Effectivement, c'est important. Donc on s'est retrouvé rapidement, permettez-moi, autour du chef de l'opposition, parce que on faisait le feedback. Effectivement, il a dit que lui n'a pas donné mandat à Boubacar Silla de le dire. Et pour une deuxième fois, on revient, il réitère la position. Nous, on s'est situé pour une deuxième rencontre pour dire qu'il faut que la responsabilité soit située.
Malheureusement, on ne s'est pas compris. On a dit que si Aboubakar a véhiculé un message dont il n'a pas reçu mandat, il faut qu'il paye de ses actes. Et nous, à l'IGDD, j'ai écrit, j'ai dénoncé pour demander que la meilleure façon de payer de ses actes, il faut qu'il arrête d'être le porte-parole de l'opposition. Parce qu'il n'a plus cette crédibilité. Donc, aujourd'hui, nous avons dit, c'est vrai, aujourd'hui, c'est connu de tout le monde que l'opposition connaît une crise. Ça, c'est admis de tout le monde. Ce que nous avons demandé est simple. En connaissant qu'il y a une crise, il faut que nous acceptions que nous tenions les états généraux de l'opposition. Les états généraux de l'opposition vont nous permettre de savoir ce qui s'est passé, situer les responsabilités et partir sur de nouvelles bases. Malheureusement, le chef de l'opposition n'est pas dans cette posture de comprendre les choses. Et nous disons, c'est pas le faire, par exemple, comme nous avons constaté la fois dernière, le retour de quelques confrères, comme l'avocat Silla, dans l'opposition encore, qui avait observé un certain recul, même s'ils ne l'ont pas déclaré officiellement, mais de facto, on a compris que c'était un recul. Mais ce que nous avons compris, que ce n'est pas comme ça qu'on essaye de poser des bases solides, des bases pérennes. Il est mieux que nous nous retrouvions, même si nous prenons une préfecture à proximité. Est-ce que parlons de cette plénière de la dernière fois où Aboubakar Silla était présent maintenant, et à la sortie, il a pris la parole pour dire qu'on veut partir sur de nouvelles bases, et notamment sur le respect mutuel. Il faut que désormais les uns et les autres se respectent, qu'on ne s'insulte pas, même si on a des avis contraires sur tel ou tel sujet. Ça veut dire que vous ne partagez pas cette démarche. Ce n'est pas la manière de résoudre le problème. Ce n'est pas la manière. Ce n'est pas la manière. Sinon, vous aviez reçu une invitation à cette plénière. Voilà comment ça se passe. Si on doit se respecter, sérieusement. D'abord, est-ce que vous avez été invité à la plénière? J'ai été invité. C'est pourquoi ce que je vais vous dire maintenant là. C'est un jeune méconnu, sinon je connais quelqu'un qui agit au nom d'Aboubakar Silla. C'est un jeune méconnu, un certain Silla, qui m'écrit un texto. Vous êtes convié à une réunion de la plénière à 11h. Je lui ai rappelé pour dire, tu es qui? Il me dit qu'il était mandé par Aboubakar Silla. Il dit, il faut qu'on se respecte. Je dis, c'est effectivement tu agis en son nom. Il dit oui. Sérieusement, ayant traversé cette crise-là que vous connaissez, qu'est-ce qui peut empêcher, s'il y a une volonté de pouvoir unifier l'opposition, au chef de l'opposition, d'ailleurs qui est le père de la famille de l'opposition guinéenne, c'est la loi qui le reconnaît, de prendre le téléphone pour dire, voilà tel, qui ont observé le recul, accepter qu'on se retrouve pour que nous dialoguons objectivement et mettre fin à cette crise-là. Pas mais ça, c'est un jeune, c'est un Aboubakar Silla, sinon j'ai son numéro, nous de tous ceux qui sont de l'opposition, qui m'envoie le texto. Et ça, vous trouvez ça respectueux? Au-delà de tout, voilà déjà, au terme de cette plénière, c'est sorti. Vous voyez déjà un Makanera, clairement, mon frère Bombo Makanera, qui dit que le Aboubakar Silla ne sera jamais son porte-parole. Ça veut dire que on n'a pas analysé en profondeur la crise que l'opposition connaît encore. Donc, et tant que nous partons de nouveau sur des anciennes bases, on va retomber sur une nouvelle crise encore. C'est pourquoi nous avons pensé, il faut qu'on accepte entre leaders qu'on se retrouve, même si c'est à Dubrek à côté ici, ou bien à Fria, qu'on se retrouve pour analyser en profondeur ce qui s'est passé et pour pouvoir unifier. Parce que ce qu'il faut dire, c'est quoi? Nous voulons désormais transcender ces concepts ou bien cette terminologie pour dire opposition républicaine, constructive ou quoi que ce soit. Il faut que l'opposition soit une et unique. Bien. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas à l'opposition républicaine, qui ont des positions plus catégoriques que certains partis qui se réclament de l'opposition républicaine. C'est pourquoi il faut tendre la main à Ben Nantan d'autres formations. Quand vous prenez par exemple le parti de mon frère Kouyaté, du PDM, on connaît sa position, elle est catégorique. Depuis Ben Nantan, après les élections législatives. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce que vous dites de la démarche de Faya Milimono? Parce que on a voulu peut-être faire un lien entre ce qui s'est passé la dernière fois au siège de Cellou Dalein, quand on a constaté le retour de Aboubakar Silla et un représentant de NFD, mais on se disait que peut-être c'est les fruits de la démarche de Faya. Faya vous a rencontré, il a parlé avec Lansana Kouyaté, il a parlé avec d'autres leaders de l'opposition qui ne sont pas proches de l'opposition républicaine aujourd'hui, mais en même temps, lui-même, il n'y était pas, et vous non plus, et tous les autres. Donc, qu'est-ce que vous dites de sa démarche-là, qui visait donc à mettre en place un comité? Je ne sais pas si c'est un comité de réflexion sur la crise de l'opposition ou un comité de résolution de la crise. En tout cas, il a parlé d'un comité de crise. Qu'est-ce que vous pensez de la démarche de Faya? C'est celle-là qu'il faut soutenir que de faire du superficiel. Effectivement. Moi, je pense que ce que Faya a entrepris est salutaire, il faut le dire clairement. Mais malheureusement, il vous a rencontré? Effectivement, Faya et moi, presque on échange tous les jours. Bien. Ce que Faya est en train de faire, c'est le travail du chef de l'opposition républicaine.
Ça devrait être le travail. Effectivement, du chef de l'opposition. Parce que c'est lui que la loi reconnaît comme étant le premier responsable de l'opposition, dans son ensemble. Mais il comprend qu'il y a une crise que sa maison connaît aujourd'hui. Il ne prend pas de responsabilité. C'est Faya Mimouno, bien entendu, président d'un bloc libéral, qui prend l'initiative d'unifier désormais l'opposition publique et l'opposition dans son ensemble. Ce qui fait qu'il rencontre Sidia, l'ancien Kouyaté au téléphone et d'autres formations politiques. Nous pensons aujourd'hui que si nous voulons entreprendre quelque chose de sérieux, il faut que Sirdayen accepte de mettre à côté tout ce qui est, s'il faut dire entre griffes, orgueil ou bien égo, et qu'il sache aujourd'hui que c'est lui qui doit unifier cette famille-là. Sinon, ce que nous avons dit, c'est quoi? Si l'opposition républicaine n'est pas prête à ce que, bien entendu, nous tenions les États généraux, vous ne serez pas surpris d'avoir la création d'une autre plateforme. Ça, c'est clair. Au moins, effectivement, qu'on se retrouve mieux avec des personnes qui défendent des valeurs, les valeurs démocratiques, les valeurs républicaines. Mais malheureusement, ce que nous comprenons aujourd'hui avec le chef de l'opposition, il n'est pas en train de faire son travail. C'est ça, c'est ce qui est regrettable. Bien. Donc, Faya, aujourd'hui, nous saluons au nom de l'UGDD la démarche de Faya. Nous l'encourageons, même si ça a été initié, bien entendu, on a initié très tôt, à ce que l'opposition soit unifiée. Faya aujourd'hui a entrepris ces contacts-là. Moi, je l'encourage, je le salue dans sa démarche. Et donc, si aujourd'hui l'opposition républicaine n'accepte pas, bien entendu, à ce qu'on tient les États généraux, et l'UGDD est bien partant pour la création d'une nouvelle plateforme. Donc, le retour de l'UGDD auprès de ceux qui sont déjà autour de Cellou Diallo, ce n'est pas pour demain, s'il n'y a pas ces fameux États généraux dont vous parlez. Il suffit pour le chef de l'opposition d'appeler, qui nous disent il y a une rencontre qui est prévue tel jour, à telle heure et à tel endroit. L'ordre du jour, c'est définir ou bien analyser comment tenir les États généraux. En ce moment, nous ne prendrons pas pour analyser ensemble. Ou en tout cas, comment résoudre les problèmes de l'opposition. Oui, les problèmes de l'opposition ne pourront... Non, le terme, c'est pas forcément État généraux. Non, c'est important. Non, c'est important. Vous savez, je connais l'opposition. C'est pas le fait de se retrouver autour d'une table pour dire, Ouri, je suis désolé au nom de notre combat, pour t'avoir vraiment injurié à la radio Gangan. Donc, je suis désolé. Je prends mes excuses, on te tend la main. Ce n'est pas comme ça. Il faut désormais... C'est ce qui se passe. Sinon, comment est-ce que M. Makanela, qui est Mombo, puisse refuser que M. Honorable Aboka Sida soit son porte-parole. C'est qu'en profondeur, oui, effectivement, c'est qu'en profondeur, la crise n'a pas encore été résolue. Il faut que nous soyons objectifs et responsables en décidant de résoudre certaines crises. La crise la plus difficile à gérer, c'est la crise politique. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'UGDD, je n'ai pas 500 francs de Honorable Cellou Diallo. Aucun leader, ni du président de la République, aucun leader. Ce qui fait que j'ai la liberté d'expression. J'ai vécu le message des militants, des membres, bien entendu, de l'UGDD. Donc, je n'ai pas de gêne à ce côté. Donc, ce qu'il faut dire, il faut qu'ils acceptent aujourd'hui, qu'ils comprennent que cette effraction, cet émettement que nous connaissons aujourd'hui dans l'opposition, n'arrange pas l'opposition. Ce n'est même pas le cas de l'IFDG. Hein. Nous, ça ne nous arrange pas. Parce que nous, notre mission, notre combat et notre objectif, c'est observer l'alternance démocratique en 2020. Si aujourd'hui, nos aînés ne sont pas en train de nous comprendre, nous, les jeunes, c'est pourquoi je vais profiter de votre antenne, bien entendu, de votre télévision, pour lancer un message à la jeunesse. Il faut que la jeunesse se batte. Si on a interdit au sommet de l'État qu'il y ait un troisième mandat, il faut que nous observons les principes élémentaires démocratiques dans nos formations politiques. Il faut que les jeunes arrêtent de fabriquer des présidents à vie. Qu'on ne se tape pas la poitrine pour dire que oui, j'ai fait 20 ans, 30 ans dans l'opposition. C'est vrai. Mais on ne peut pas se taper la poitrine pour dire que j'ai fait 20 ans président d'un parti politique. Il faut que les jeunes prennent responsabilité pour qu'en 2020, nous observons l'alternance générationnelle. Qu'on mette à la retraite, bien entendu, tous les leaders qui sont plus âgés que la Guinée indépendante. Bien, voilà. Ça, c'est donc la position de l'UGDD par rapport à ce élan de réconciliation qu'on affiche au sein de l'opposition républicaine. Donc ça veut dire que la démarche est biaisée, il faut aller en profondeur. Absolument. Il ne faut pas aller se retrouver pour dire devant la caméra, on a présenté les excuses. Effectivement. Donc il faut analyser la chose de fond, dans le fond. Tout à fait. Sinon, l'UGDD ne serait pas de retour pour demain, en tout cas, auprès de Cellou Diallo et tous les autres. Et j'ai l'impression que c'est pratiquement le même discours ou la même démarche que Faya, parce que non seulement vous n'étiez pas à la dernière plénière, Faya aussi n'étiez pas. Donc on était étonné de dire, celui qui est en train de faire la médiation,
et qui est en train de rapprocher les positions n'est pas à la réunion qui est appelée réunion de réconciliation. Donc ça veut dire que Faya aussi a la même position que vous de dire que le problème c'est pas d'aller se serrer la main un seul jour et dire que c'est fini. Effectivement, hein, je vais vous dire quelque chose. Je vais dire quelque chose. Aujourd'hui, vous-même vous avez entendu le message après au terme de la plénière pour dire que la réconciliation a été acceptée. C'est fait déjà. Non, c'est pas ça la réconciliation. La question qui se pose, pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas le PDN avec nous? Pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas le bloc libéral, l'UGD avec nous? Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre? Effectivement, il faut désormais qu'on mette fin à cette terminologie-là, c'est ce que j'ai dit. L'affaire de dire l'opposition républicaine, qu'on arrête. Il faut que désormais qu'on parle de l'opposition dans son entièreté. Et que M. Soudan Diallo n'est pas le chef de l'opposition républicaine. Il est le chef de l'opposition. Donc il faut qu'il juste de ce manteau. Et qu'il juste, bien entendu, et qu'il mette en œuvre son esprit managérial pour pouvoir fédérer toutes les formations politiques se réclamant de l'opposition. Si cela n'est pas fait, je prends la démarche à biaiser et nous allons voir la création d'une multitude de plateformes et qui risque encore de nouveau fragiliser notre opposition. Bien. Donc aujourd'hui, nous regrettons fortement ce que M. Soudan est en train de faire et je pense que les prochains jours, il prendra son bâton de chef de l'opposition pour que nous nous retrouvons autour d'une table. Pas au nom de l'opposition républicaine, une fois encore de plus. Au nom de l'opposition. L'opposition plurielle. Voilà. Bien, voyons dans les jours à venir si cet appel sera entendu ou si tout simplement Cellou Dalein Diallo se contentera de ce qui s'est passé la dernière fois à son siège, de dire que les problèmes sont résolus. Mais d'ici là, on va donc parler d'autres sujets d'actualité, notamment cette affaire de décret à polémique d'Alpha Condé. Votre parti, comme d'autres partis politiques de l'opposition, ont sûrement réagi à cette autre actualité. Le président qui a pris une série de décrets les 5 derniers jours, on a eu l'impression que c'était le début d'un remaniement ministériel. Mais déjà, il y a 2 décrets quand même qui ont créé problème, se nommant successivement Bantama Sow et Ibrahima Kourouma. Vous, comment vous avez réagi à cela? Certains pensent que c'est le recyclage de l'impunité et l'encouragement de l'enrichissement illicite. Il faut dire clairement que le Guinéen arrête d'engager de faux débats. L'article 53 de nos constitutions, je pense, sauf erreur, dans son alinéa 2, donne la latitude au président de la République de nommer les ministres et de mettre fin à leurs fonctions. La question qui se pose est celle de savoir, est-ce que ce que le président a fait est normal? Juridiquement, il n'y a pas de débat. C'est la constitution qui donne ce droit-là. Ce pouvoir. Qu'on arrête le faux débat par rapport à quoi? Est-ce que quand le président Alpha Condé nommait Siaka Bari, il a demandé l'avis de qui? Personne. La question qui se pose également, c'est celle de savoir pourquoi aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les gens ne font que parler de n'importe quoi. Est-ce que c'est parce que le président a enlevé Siaka Bari? Ou bien c'est en fonction des résultats enregistrés par Siaka Bari? Ou bien parce que Siaka Bari a été remplacé par un Bantama Sow? Je pense que c'est là-bas où le problème se pose. Bien. Je vous l'avoue sincèrement. Si le professeur Alpha Condé avait nommé M. Ouri à la place de, bien entendu, Siaka Bari, aucune mouche ne serait levée à sa place. Clairement. Parce que les gens parlent de Siaka Bari, ou bien c'est parce que les jeunes, je ne crois pas qu'il soit le plus jeune du gouvernement, je ne crois pas, ça va me surprendre peut-être. Donc ce que je vais vous dire tout simplement, c'est que aujourd'hui il y a un autre combat du 21e siècle, c'est le combat des réseaux sociaux. Il suffit d'avoir des jeunes qui sont habiles sur les réseaux sociaux, vous envahissez complètement tous les canaux de communication. Je vais vous dire, si les gens pensent que Siaka Bari aujourd'hui peut se lancer dans la politique, ils vont l'induire dans les erreurs. Non, moi je pense, permettez. Non, permettez. On ne fait pas de focus sur Siaka Bari. Suivez seulement. Permettez, ce que je vais dire. Les gens qui sont revenus au gouvernement. Ce que je vais vous dire, permettez. Je vais vous dire tout simplement que le professeur Alpha Condé a eu confiance en lui en le nommant. Et surtout d'ailleurs, le décret est clair pour dire qu'il a appelé à d'autres fonctions. Moi, ce que je veux dire, c'est quoi? Et que je regrette au nom de l'UGDD, c'est le retour de Bantama Sow qui déjà a été critiqué par la population. La question qu'on se pose, c'est de savoir, est-ce que ce gouvernement-là est là pour servir le peuple ou le desservir? C'est ça la question. Sinon, ça a été une surprise. Donc aujourd'hui, le cas de Siaka Bari, les gens qui ne devaient même pas faire débat, c'était de dire que Bantama Sow ne devait pas revenir comme ministre.
Mais pas dire qu'Alpha Condé, le professeur Alpha Condé ne devait pas enlever Siakabari. Ça, le débat ne se pose pas à ce niveau. Bien. Donc nous, au sein de l'UGDD, si M. Bantamasso est revenu au gouvernement, il lui revient, bien entendu, de toiletter son image d'avant et que, bien entendu, il fasse regretter ceux qui pensent aujourd'hui que c'est un cas de médiocre, c'est un cas de corrompu, que c'est un griot de professeur Alpha Condé. Donc, qu'il change de langue et qu'il change d'image. Ça y va dans son intérêt. Le cas Ibrahima Kourouma, je veux dire, sous d'autres cieux, hein, dans d'autres pays, on s'attendrait peut-être à quelqu'un qui avait été interpellé devant soit la Cour des comptes, soit la police, je ne sais pas quoi, après avoir été épinglé par des scandales de détournement, parce que le président lui-même avait parlé de 40 milliards d'économies qu'on avait fait sur les examens de l'année surpassée, ce qui veut dire qu'il y a 40 milliards qui étaient toujours en déperdition. Donc c'est lui-là qui a géré tout ça après qu'on l'ait enlevé d'un gouvernement, sans qu'il ait été interpellé, de sorte qu'il s'explique sur sa gestion, et qu'on le recycle encore dans un gouvernement. Est-ce que ce n'est pas une sorte de feu vert à tous ceux qui sont en train de gérer, de dire prenez autant d'argent que vous pouvez, on ne vous auditera jamais, vous ne le serez jamais, et d'ailleurs on peut encore vous donner une promotion. Le cas de l'impunité en Guinée, on ne cessera de parler de ça. Sinon, le cas de l'impunité en Guinée, tout le monde connaît que c'est un fait vivant en Guinée. Sinon, vous ne pouvez pas... Au fait, en Guinée, c'est quand tu es acteur d'une gabegie financière que tu bénéficies d'une promotion. C'est ça un peu le problème de la gouvernance alpha. C'est quand tu es critiqué, c'est quand, bien entendu, tu gères mal, tu bénéficies d'une promotion. On ne fait pas la promotion de l'excellence. Sinon, je vais vous dire, j'ai dit, tout le débat que nous constatons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, partout, le cas de Siaka, des choses, c'est lié à ça. Bien. Sinon, pas parce que, bien entendu, Siaka est le propriétaire indispensable à ce poste-là. Non, quel est le résultat il a obtenu? Ce que je vais vous dire tout simplement, c'est qu'il faut que la Guinée aujourd'hui, parmi les millions d'habitants, on a des cadres. Il faut que le professeur Alpha Condé comprenne qu'il dissocie un peu la gestion administrative à ce qui est bien entendu le service politique que ces gens sont en train de le rendre. J'ai un de mes professeurs qui m'a dit à l'université qu'il est très difficile pour un homme de prendre une grande décision lorsqu'on est incapable de renoncer à ce qu'on aime. Je sais que le professeur Alpha Condé chérit Bantamasso, il chérit Kourouma, mais à un certain moment, il faut qu'il ait le courage, au nom du peuple qui lui a élu, au nom du service public qu'il est censé rendre, mettre ces deux-là à côté et essayer de voir comment est-ce qu'on peut mettre d'autres Guinéens à leur place et certainement qu'ils pourront produire des résultats plus élogieux. Sinon, ces deux pourraient peut-être finalement constituer son talon d'Achille. Absolument, absolument, c'est ce que nous sommes en train de constater. Et là, qu'est-ce que vous dites, pour terminer la première partie de l'émission, de la réaction de Seloudal, même si vous n'êtes pas d'accord en ce moment, mais il a dit que si Alpha est en train de faire revenir des gens comme ça aujourd'hui, qui ont déjà géré, qui ont un mauvais bilan, des propagandistes du RPG, ça veut dire qu'il est contre tous les ministres ou tous les gestionnaires actuellement à ses côtés, qui ne sont pas en train de l'accompagner pour le fameux et éventuel troisième mandat. Est-ce que vous avez la même analyse de la situation que lui? Non, pas du tout. Qu'il est en train de faire revenir les promoteurs du troisième mandat? Non, pas du tout. On ne partage pas la même chose. Ce qu'il faut dire que peut-être que du point de vue vision politique, il y a des problèmes entre ces deux. Moi, sinon c'est un frère qui j'ai assez d'estime. Hein. Oui. Le cas aujourd'hui, analysé à un tel paramètre, moi je pense que c'est une mauvaise analyse. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Sinon, vous comprenez, quand vous voyez souvent des journaux, l'une des raisons du limogeage, bien entendu, de Siaka, les gens pensent qu'il avait créé un mouvement. Au nom de la loyauté qu'on doit observer vis-à-vis du président. Est-ce que vous avez besoin, bien entendu, de créer un mouvement autre que ce pourquoi vous avez été mandaté? Parce que quand on est ministre, on est politique. Le président ne peut nommer que la personne qu'il connaît et pouvant lui servir. Ça, c'est une évidence. Même si c'est ceux qui viennent demain au pouvoir, bien entendu, il ne mettra dans ces postes pareils que les personnes en qui il croit et pouvant lui servir en toute loyauté. Si vraiment, effectivement, on connaît, nous avons été contactés pour ce genre de mouvement, pour dire si on pouvait rejoindre. Moi, je pense que c'est une trahison et ce qu'il a mérité, bien entendu, de Siaka, il est ministre. Comment il peut créer un autre mouvement? Pourquoi pour 2020? Je pense qu'il est encore dans un gouvernement. Est-ce que c'est interdit? Non, attendez, s'il vous plaît. Au nom de la loyauté et de la probité morale qui doit animer chacun d'entre nous, si vous me nommez, je pense que je dois être loyal envers vous. Vous n'êtes pas obligé de faire de la propagande. Permettez. Alors si vous n'êtes pas obligé, vous cessez d'être, je dis le poste est hautement politique, le poste du ministre. Quand vous êtes là,
vous conduisez l'action politique du président de la République. C'est là extrêmement important. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le président a pensé qu'il ne pèse plus lourd, il a mis quelqu'un d'autre qui peut mieux le servir. Moi, le problème du débat, du décret, j'ai dit c'est un pouvoir discrétionnaire du président de la République. Donc, je n'ai pas la qualité de pouvoir parfois, c'est une analyse politique que je fais. Sinon, on a dit que du point de vue, il n'y a pas de débat. Donc, le fait de dire, et le fait même de dire que tous ceux qui vont quitter le gouvernement vont venir grossir les rangs de l'opposition, il faut qu'on arrête de constituer l'opposition par des frustrés du gouvernement. Bien. Il faut qu'on arrête ça. Voilà, on va donc observer une petite pause. On revient tout de suite dans la deuxième partie de cette émission. Merci. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Toujours à mes côtés sur ce plateau, Nestor Kabadouno. Il est le secrétaire général de l'UGDD, l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement. On parlait de l'opposition républicaine dans l'élan de réconciliation. Pourquoi vous ne suivez pas le rythme? Vous avez donné les raisons. Les décrets à polémique, on passe ce sujet. On va pas s'intéresser finalement à la vie de votre parti, l'UGDD. Nous sommes à une phase où on pense que la CENI aujourd'hui a fini pratiquement de réfléchir sur le projet de chronogramme. Donc il faut s'attendre peut-être que ces élections se tiennent avant la fin de 2017. Donc vous allez nous dire tout à l'heure comment votre parti se prépare politiquement sur le terrain. Mais déjà, première question, après la mort de Georges Gandhi Faragui Tounkara, comment se porte le parti aujourd'hui? Est-ce que le parti chute ou est-ce que le parti est encore plus présent qu'il était du vivant de Gandhi? Bien, ce qu'il faut dire que nous regrettons sérieusement la mort de Moussara, qui était un repère, un maître pour nous. Et donc, ceci dit, aujourd'hui, le bureau politique national de l'UGD a une priorité. C'est d'organiser, bien entendu, le congrès devant parler de la succession de M. Gandhi Faragui Tounkara. Mais a priori, ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est qu'au vivant de M. Georges Gandhi Faragui Tounkara, il nous a permis et nous a appris à gérer une formation politique sans son président. Il nous a permis de comprendre et d'admettre qu'une formation politique, ce n'est pas une entité personnifiée ou bien personnalisée. Une formation politique, c'est une institution. Si le président n'est pas là, il ne faut pas que son absence puisse affecter le fonctionnement d'une formation politique. Ce qui fait que de son vivant, nous avons construit l'UGDD à cette image. Bien. Donc après Gandhi, vous comprenez, même quand il était question de lancer les élections présidentielles, les campagnes, à 2 jours du lancement, M. Gandhi nous a laissé en Guinée pour aller en France où il a fait une dizaine de jours. C'est après lui, il n'était pas là, nous avons mis les équipes de campagne sur le terrain. Nous sommes allés sur le terrain pour travailler une dizaine de jours. Quand il est venu, il dit voilà, la mission réussie. Même après moi, on dirait qu'il préparait l'après Gandhi, son après bien entendu. Donc, aujourd'hui, vous comprenez que depuis sa mort, c'est vrai que sa mort nous affecte sérieusement, fondamentalement. Mais vous comprendrez que l'UGDD est présent à tous les débats nationaux. Ce qui fait que, j'ose le dire, que l'UGDD reste vivant et se porte merveilleusement bien. Mais pour priorité que nous avons actuellement, c'est d'organiser, juste après la saison pluvieuse, le congrès de l'UGDD. Donc c'est pour vous dire que l'UGDD se porte merveilleusement bien. Bien, l'UGDD est présent dans les débats et tout, mais sur le terrain, un parti c'est une base, un parti c'est des militants. Est-ce que vous en avez, les militants? Absolument. Est-ce que vous avez des représentations sur le territoire? Est-ce que vous tenez des assemblées hebdomadaires comme les autres? C'est là aussi la question. Bien, ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est qu'avec l'UGDD, nous sommes en parfaite harmonie avec nos structures à la base. Même tout dernièrement, je pense qu'il est de cela un mois, on avait convié tous nos fédéraux de l'intérieur qui étaient venus à Conakry ici pour faire une semaine, par rapport même à l'appel du NDR, nous avons profité pour travailler des jours avec eux. Vous savez, ce qui est difficile dans ce monde politique, c'est quand vous adhérez à une formation politique pour des questions d'intérêt. Mais si vous y adhérez pour des valeurs, pour une question de conviction politique, quel que soit, vous allez résister devant les mouvements et devant les hommes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, le problème des militants ne s'oppose pas à l'UGDD. Nous restons en contact avec nos structures à la base et ces structures aujourd'hui nous demandent qu'ils ne sont pas à l'UGDD pour quoi que ce soit. C'est pour des valeurs que l'UGDD s'est toujours battu qui sont dedans. Donc aujourd'hui, tout ce qu'ils nous demandent, c'est d'organiser le congrès. Donc c'est pour vous dire que si aujourd'hui, nous avons pu organiser, nous avons pu participer à une élection législative,
Nous avons pu participer à une élection présidentielle. Vous avez un député, c'est ça? Oui, à l'Assemblée, même s'il y a eu après des incompréhensions, mais ça nous a permis, après l'élection d'un député. Au présidentiel, nous sommes allés avec M. Gandhi. Nous, aux élections locales, par rapport à la question que vous avez posée, nous estimons au sein de l'UGDD qu'une formation politique qui ne prend pas part, bien entendu, à une élection locale, c'est un suicide politique. Donc nous sommes prêts. La commission même déjà a fini de travailler parce que nous avons donné mandat aux fédéraux qui étaient à Conakry ici de voir dans quelle circonscription, parce qu'on n'a pas la prétention de présenter les candidatures partout, hein. Il faut être très objectif et sérieux dans ce qu'on dit. Donc dans quelle fédération ou bien dans quelle circonscription on peut présenter des candidatures, nos listes, et on le fera. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de débat en la matière. Effectivement, l'UGDD participera à ces élections locales. Mais malheureusement, avec celles que nous connaissons, hein? C'est pas la CENI que nous connaissons. Oui. C'est pas le changement. La CENI qui a quand même, qui a quand même résolu sa crise aujourd'hui. La crise, elle est résolue. On a Maître Kébé qui est désormais le président officiel de la CENI. Et donc, avec une nouvelle équipe qui va travailler sur le... Est-ce que vous avez quand même confiance à celui-là qui pilote la CENI aujourd'hui, Kébé? Pas du tout. Pourquoi? Je vous dis, nous avons récusé depuis longtemps cette CENI-là. Kébé était membre là-bas. Non, suivez. Non, suivez. On n'a pas le choix. Parce que je sais pas si vous voulez... Vous avez demandé la position de l'UGDD. Est-ce que nous avons confiance? J'ai dit non. On n'a pas confiance. Ce que nous avons demandé, c'est à ce que cette CENI soit dissoute. Je comprends. Clairement. Mais le temps qu'on a, oui, on ne peut pas la c'est pas le problème de temps. On a fait plus de 10 ans, on n'a pas tenu des élections locales. C'est pas en attendant quelques mois, ou s'il y a une volonté politique de dissoudre une CENI, ou bien si la mouvance veut maintenir, bien entendu, c'est comme ceux qui y sont, on n'a pas de problème, mais qu'on donne la latitude à l'opposition de changer ses membres qui sont. Pour qu'au moins nous puissions avoir... Mais vous n'avez pas le droit de changer quelqu'un à la CENI. Non, permettez, vous ne comprenez pas. J'ai dit... Si ils ne sont pas prêts pour une dissolution intégrale, bien entendu, que la CENI soit dissoute intégralement, au moins la mouvance peut garder ses hommes, même s'il faut les ramener. Le problème, c'est que le principe veut que ceux qui soient là-bas ne soient les hommes de personne. Non, vous ne comprenez. Ils ont été mandatés au nom de la loi, je suis d'accord. Mais pour des questions pratiques, écoutez, vous ne pouvez pas aller traduire un autre message autre que ce que vous avez reçu comme mandat. Ceux qui sont là-bas, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de critères objectifs sur lesquels les gens se sont basés pour choisir les commissaires. Hein. D'autres ont envoyé leurs belles-sœurs, leurs enfants, ça on le sait. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est quoi? Cette CENI, vous connaissez déjà même ceux qui demandent à ceux qu'on organise les élections, savent que cette CENI ne bénéficie d'aucune crédibilité, d'aucune impacité dans son travail. Ça veut dire, mais c'est possible. C'est possible s'il y a une volonté politique, on peut changer cette CENI, mettre une nouvelle CENI en place et qu'on organise les élections. Ce qui est plus grave, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est organiser rapidement des élections. Et qui déjà, nous craignons que ça soit émaillé de fraude. Et quand il y a de fraude dans les élections, inéluctablement, nous allons observer bien entendu des conflits post-électoraux. Est-ce que vous êtes conscient d'un autre gros risque en enlevant, certes vous les critiquez, mais quand même ils ont acquis une certaine expérience en matière d'organisation électorale et une certaine expertise là-dedans. Vous changez ces hommes du jour au lendemain et pour organiser des élections d'ici quelques mois, hein, et vous envoyez des bleus à leur place. Est-ce que ce n'est pas une autre catastrophe que vous allez préparer? Quand ils venaient, ils étaient des bleus. Oui, je connais, non, permettez. Ils ont eu quand même du temps. Non, mais effectivement, les autres là, non, permettez. Quand ils sont venus, quel temps ils ont eu? Ils sont venus pour organiser les élections? Pense en 2010. C'est l'équipe qui a remplacé. Effectivement, ils sont venus, c'est assuré que comment ils ont organisé les élections. C'est une question de volonté. Le problème de l'organisation des élections n'est pas quelque chose de compliqué. Il faut avoir dans la tête que tu es là pour observer l'impartialité dans ton travail. Ce que nous disons, ce n'est pas un cas majeur. Si nous avons attendu toutes ces dizaines d'années pour organiser des élections, ce n'est pas en quelques mois que nous n'allons pas attendre. Parce que ceux qui aujourd'hui poussent le gouvernement ou quoi que ce soit à organiser maintenant les élections là, ils connaissent d'avance, c'est les mêmes personnes qui viendront vers vous pour dire oui, il y a eu trop de fraude. Si nous savons déjà qu'il y a les fraudes qui s'annoncent, avec une institution en qui vous n'avez pas confiance, pourquoi ne pas demander la dissolution? Mais je vais vous dire, cela ne peut pas faire peur à l'IGDD. Parce qu'il y a des circonscriptions où nous sommes imbattables. Nous sommes vraiment imbattables, ça c'est clair. Comme vous par exemple? Non, vous prenez des circonscriptions où nous avons déjà, même quand vous prenez seulement la répartition au niveau bien entendu des délégations spéciales. Demandez, nous avons eu près de 20 délégués spéciaux. Ça veut dire qu'il y a des circonscriptions, quel que soit ce qui va arriver, bien entendu. Donc actuellement, l'UGDD
à des responsables Dans la délégation spéciale? Ah bon? Bien sûr. Où par exemple? Mais à Zéro-Koroville, même à Zéro-Koroville, prenons seulement l'exemple. La délégation spéciale de... De Zéro-Koroville? Zéro-Koroville, c'est vous, vient de l'UGDD. Non, on ne parle pas du président de la délégation, on parle des conseillers. Les conseillers. Les conseillers. J'ai dit, le problème de la présidence, c'est une question du choix qui émane des conseillers élus. C'est maintenant aux conseillers là, ben en communal, d'élire le conseil exécutif, le conseil exécutif. Bien. Voilà. Alors, on va terminer cette émission par un sujet annexe. Là aussi, les partis politiques ont réagi à ce sujet. C'est le drame de Dar Salam, où les ordures ont tué les hommes eux-mêmes qui produisent les mêmes ordures. C'est une première dans l'histoire. Effectivement, dans les autres pays, on peut entendre que oui, il y a eu inondation, tremblement de terre. Mais nous, en Guinée, on entend que les ordures ont tué les citoyens. Mais c'est incompréhensible. Et si après ça, vous voyez le président de la République aller sur le terrain pour faire quoi? Nous pensons que la gouvernance, c'est la prévision. Gouverner, il faut prévoir. Mais ça n'a pas été fait. C'est-à-dire c'est le médecin après la mort. Il faut qu'on arrête ce genre de comportement-là. Aujourd'hui, ce qui s'est passé aujourd'hui était aussi au vu de tout le monde. On ne peut plus éviter ce qui s'est passé. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce qui est aussi regrettable, c'est quoi? C'est que le professeur Alpha Condé n'a aucune considération à l'égard du peuple de Guinée. Imaginez-vous, quand il y a eu ce drame en Sierra Leone, au Burkina, respectivement, ils donnent des centaines de tonnes de riz et 100 000 francs, 100 000 dollars. Au Burkina, la même chose. Ici, c'est combien la valeur? 6 000. 60 millions. 6 000 dollars. Mais c'est une injure au peuple de Guinée. Il faut que le professeur Condé comprenne que ce ne sont pas des Burkinabés ou bien les Lyonnais qui l'ont élu. C'est le peuple de Guinée. Donc lorsque le citoyen lambda, même si c'est un seul, qui est victime d'un tel drame, il faut qu'il soit à ses côtés et qu'on puisse rehausser son moral. Mais malheureusement, ce que nous comprenons, il faut des actes pour montrer au peuple de Guinée que vous ne valez rien. Il faut qu'il arrête. Malheureusement, 100 000 dollars en Sierra Leone, 100 000 au Burkina, 6 000 en Guinée. 6 000 dollars. 6 000 dollars en Guinée. C'est le signe de l'inconsidération. Absolument, vis-à-vis du peuple de Guinée. Chose que nous regrettons. C'est pourquoi, malheureusement, nos citoyens ne comprennent pas. En votant, parfois, des leaders, mieux vaut se baser sur leurs programmes. Bien. Parce que ce que nous constatons aujourd'hui avec le professeur Fakonde, on dirait qu'il est là juste pour se venger du peuple de Guinée. Sinon, on ne peut pas comprendre avec ce qui se passe en Guinée aujourd'hui et que le professeur Fakonde puisse poser un tel acte. Moi, je lance un appel au peuple de Guinée pour que, bien entendu, nous sachions que le professeur Fakonde n'est pas là pour nous gouverner. Il est là pour se venger. Voilà, donc c'était tout pour ce numéro. On aura d'autres occasions pour revenir sur d'autres sujets. Merci Nestor d'être passé dans cette émission. C'est à moi de vous remercier. À très très bientôt. Merci vraiment. Merci. Voilà, ce fut un débat chaud et j'imagine que vous l'avez aimé. Ce fut un plaisir de vous avoir servi. On se retrouve demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.